un puissant armement pour l'attaque. Mais l'avion possède aussi un système de défense parmi les meilleurs au monde. Et c'est une entreprise française, leader mondial dans le domaine, qui s'est illustrée. Les ingénieurs de Thales ont mis au point le Spectra. Ce sont des capteurs qui fournissent l'identification des appareils, la localisation des cibles, le brouillage et le leurrage contre les attaques d'un Rafale en vol. C'est un système complexe de fusion de données. Le Spectra, on va retrouver à l'avant, à l'arrière, sur les bouts de voilure. Enfin, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir une grosse zone de défense de l'avion. Le Spectra est implanté un peu partout sur l'avion. Il analyse sur 360 degrés l'environnement du Rafale. La portée exacte de ses performances est confidentielle. Elle se chiffre en plusieurs dizaines de kilomètres. Le système électronique identifie la menace et, en fonction de la munition qui lui est tirée dessus, enclenche un leurre approprié. Si le radar du missile ennemi est infrarouge, alors celui-ci se dirige droit vers le réacteur de l'avion. Il cible prioritairement la forte chaleur émise. Le Spectra envoie alors des petites cartouches incandescentes. Elles constituent une énorme source de chaleur, bien plus que ce que l'avion émet. C'est plus de 1000 degrés, quoi. Faut qu'on arrive à leurrer le réacteur qui, lui, chauffe énormément. Le but, c'est que le missile, lui, va détecter deux énormes sources de chaleur. Il ne saura pas trop laquelle prendre. Donc, en fait, son objectif, c'est d'essayer d'avoir une énorme source de chaleur plus importante que le Rafale. Le missile prend la direction des leurres, tandis que l'avion peut s'échapper. Mais il existe d'autres types de guidage de missiles. Ceux qui sont focalisés sur la masse métallique. Pour cette parade, les leurres infrarouges sont inefficaces. C'est un autre système qui intervient avec des paillettes métallisées, éjectées de l'avion en grande quantité. Le missile qui va rechercher la source magnétique, donc métallique, va se dire moi, au lieu d'aller chercher la petite zone parce que c'est peut-être un débris métallique, je vais aller chercher la grosse zone. C'est sûrement lui, l'avion. La différenciation entre les missiles à guidage électromagnétique ou infrarouge est une donnée vitale. Le système Spectra est un des atouts maîtres du Rafale. Associé aux missiles et aux bombes, l'avion intervient sur de nombreuses zones de conflit. Des opérations qui peuvent durer 5, 6, 8 heures et parfois bien plus. Car le Rafale ne part jamais en mission très loin d'un ravitailleur. L'avion de chasse peut ainsi faire le plein à 4 ou 5 reprises pour repartir au combat. Une opération délicate. La perche qui sert à recueillir le kérosène doit se connecter avec un panier d'à peine 50 cm de diamètre. Le tout à 600 km/h. Le pilote peut ainsi récupérer jusqu'à 10 tonnes de carburant à chaque plein. Un exercice complexe, mais pas aussi périlleux que la dernière étape d'un vol. À la différence des Rafales de l'armée de l'air, quand les avions de la marine ont terminé leur mission, ils en ont une dernière à accomplir. Et pas des moindres. Celle de l'appontage. Atterrir sur le porte-avions Charles de Gaulle et sa piste de 80 mètres de long. À bord du porte-avions, on se pose sur l'équivalent d'un terrain de tennis. L'appontage, c'est la deuxième mission dans la mission. Ça veut dire qu'à un moment, si on veut manger chaud le soir et dormir, il faut qu'on rentre à bord. C'est assez redouté. Il y a une remise en question permanente. C'est pas parce qu'on est pilote de chasse embarqué qu'on appontera toujours du premier coup et que c'est facile. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question qui est permanente. Apponter sur une surface restreinte, sur un bateau en mouvement, avec des conditions météorologiques parfois défavorables. C'est un exercice hautement périlleux. Seule une minorité de pilotes en sont capables. L'appontage, c'est un dosage des commandes au millimètre près. Là, on revient à l'ancienne où l'avion, il faut le prendre à la main et le dresser, quoi. Se poser sur le Charles de Gaulle après une mission de 7 ou 8 heures requiert une concentration exceptionnelle. Un seul geste mal ajusté
et c'est le crash de l'avion. Dans le meilleur des cas, il part tout droit et s'échoue en pleine mer. Dans le pire, il fonce sur le grand bâtiment situé sur la droite du porte-avions. Avec des missiles, des bombes d'1 tonne, 2 centrales nucléaires et 1600 membres d'équipage, le scénario peut vite tourner à la catastrophe. C'est pourquoi les pilotes s'entraînent constamment à l'appontage, soit en simulateur, soit sur la terre ferme, celle de la base de Landivisio, en Bretagne. Ici, des rafales partent et atterrissent tous les jours. Donc on a l'entraînement à l'appontage qui s'ajoute comme une qualification supplémentaire par rapport à un pilote de Rafale, on va dire, classique. Là, on a besoin de répéter un peu en simulation, puis ici au bord de la piste avant d'aller sur le porte-avions. Sur la piste, on retrouve le même dispositif que sur le porte-avions, avec le brin, un câble en acier composé de fils torsadés. Le Rafale doit l'accrocher pour couper sa course sur le pont. Et pour que l'arrêt de l'avion se fasse progressivement sur quelques mètres, le câble est maintenu par des presses hydrauliques. C'est ces presses hydrauliques qui vont capter l'énergie de décélération de l'avion. Un principe aussi simple qu'efficace, mais terriblement acrobatique en mer. Car l'avion arrive dans sa descente aux alentours de 250 km/h et que le bateau, lui, n'est pas stable. La piste, elle bouge constamment, c'est-à-dire qu'elle bouge en roulis comme ça sur le côté, elle va bouger en tangage avec le nez qui pique ou qui lève, et également en pilonnement, c'est-à-dire que le bateau, suivant l'état de la mer, avec une houle qui est assez longue, par exemple en Méditerranée, eh bien le bateau va bouger comme ça. Et c'est pour ça qu'on est des marins. Parce qu'on a besoin d'avoir cette connaissance de la mer, de l'état de la mer, de l'environnement du porte-avions pour pouvoir apponter en sécurité. Pour cela, le Rafale Marine est doté d'une crosse à l'arrière du fuselage. C'est cette barre qui va agripper le brin. Mais avant d'arriver à ce stade-là, le pilote a plusieurs manœuvres à réaliser. Et la première, c'est déjà de retrouver le Charles de Gaulle. Le porte-avions continue à naviguer. Donc on a laissé le porte-avions à un endroit, on ne va pas forcément le retrouver au même endroit. Le porte-avions peut ainsi naviguer sur une distance de 1000 km en 24 heures. Il faut donc prévoir assez de kérosène pour rentrer à Pontet et se présenter devant le Charles de Gaulle face au vent. La première opération consiste à descendre la crosse. Dans le cockpit, c'est un crochet jaune et noir, bien visible, qui déclenche le mécanisme hydraulique pour descendre la crosse. Le pilote, il abaisse le levier, mais il n'a pas la certitude que la crosse est bien sortie. Il faut alors faire confiance au voyant du tableau de bord. Il indique la crosse sortie. Si ce n'est pas le cas, le pilote n'a aucun moyen de s'arrêter. S'il n'y a pas de crosse d'appontage, on ne pourra pas apponter. On peut toucher les roues sur le bateau, mais on rebondira en fait chaque fois. Donc sans la crosse, on ne retourne pas sur le porte-avions. Pour cette séquence, les marins présents sur le pont sont essentiels. Le pilote n'a aucune assurance visuelle que sa crosse est descendue. Des marins sur le pont vérifient ce point crucial, ainsi que le train correctement sorti et les canards en bonne position. Ils en informent les officiers d'appontage. Sans leur validation, l'avion ne peut tenter imposer. Les officiers d'appontage sont tous des pilotes expérimentés. Ils choisissent à un moment de leur carrière de devenir officier d'appontage. Et donc en parallèle de leur carrière de pilote de chasse sur Rafale, quand ils ne volent pas, ils sont à l'arrière du porte-avions, là comme on voit un peu dans des films comme Top Gun, où ils sont en liaison radio avec les pilotes qui appontent et vont leur donner des indications. Crosse sortie. Bonne inclinaison de l'avion. Comportement du bateau selon la houle. Ces officiers sont de vrais spécialistes de la discipline. Ils ont vu des centaines ou des milliers d'appontages et donc ils ont l'œil de l'expert. Ils voient exactement la trajectoire de l'avion par rapport à la trajectoire idéale et ils sont capables de donner des instructions. Lors de l'approche,
l'avion réduit considérablement sa vitesse, aux alentours de 250 km/h. C'est l'ordinateur central du Rafale qui la gère. Il optimise la vitesse en cabrant légèrement l'avion. Les canards, ces petites ailes à l'avant, sont braquées dans une optique de stabilité maximale. L'avion entre ainsi dans le groove, les 20 dernières secondes avant l'appontage. Il y a toujours une concentration qui est énorme, puisque les risques sont énormes également. Pour vous donner un ordre de grandeur, la garde à l'appontage, c'est-à-dire la distance entre la crosse à l'arrière de l'avion et le pont, est de 3 mètres. Ça peut descendre jusqu'à 1,50 m. Donc c'est-à-dire que si on est 1,50 m trop bas, on finit sur l'arrière du porte-avions. Et ça va au crash. Le Rafale est à quelques mètres du Charles de Gaulle. Contrairement à la piste de Landivisiau où les pilotes s'entraînent, ici, il y a 3 brins. 3 câbles pour maximiser les chances de s'accrocher et de stopper l'avion. Le premier si le Rafale est un peu court. Le 3e s'il arrive trop loin sur le pont. L'idéal est celui du milieu. Si on est dans le 1 ou dans le 3, c'est qu'on n'est pas sur la trajectoire qu'on pourrait qualifier de parfaite. On doit rentrer parfaitement aligné avec le porte-avions, à la hauteur parfaite, à la vitesse à 2 km/h près. Hors mission, ces quelques dixièmes de seconde sont les plus sensibles pour le pilote. Dès que la crosse accroche un brin, l'avion de chasse s'arrête sur quelques mètres. Le choc est intense, aussi bien pour la machine que pour l'homme à l'intérieur. Il subit alors 4 G lors de la décélération.